je suis derrière les amis ici, c'est pour le bénéfice du plutôt comme ça. En fait, on est sur le micro, là, pour, comme encore je vous le répète, là, parce que c'est enregistré. Voilà, donc c'est pour que les délibérations soient, qu'on ait un souvenir. Donc, il y a 2 micros là-bas, donc quand vous prenez la parole, c'est plutôt en prendre les deux. Donc, bienvenue à l'après-midi de la première journée de Trajectoire Montréal. On est relativement peu, mais on a une journaliste qui va tweeter et retweeter peut-être à plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Donc, on a des gens qui nous écoutent dans la sphère, sur la toile. Et je dois aussi, juste pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une petite entrevue hier avec Hugo Lavoie, le directeur urbain de des hôtels, sur le sondage. Ça va passer à 3h45 aujourd'hui. Et lui-même fait des entrevues à Terrebonne, en fait, en prévision de sondage. Donc, il y a un contraste entre ce que les gens ont dit dans le centre d'achat à Terrebonne et ce que le sondage raconte. Ça va être très intéressant. Mais donc, peut-être juste pour dire 2 mots là, sur l'après-midi. Donc, ce matin, on a parlé des passés avec Sherry Wilson, avec les lignes du temps aussi qu'on a fait par la suite. Là, on entre dans une autre étape. On parle des présents et non pas du présent, des présents, parce que, bien sûr, il y a des trajectoires, donc peut-être justement différentes manières d'aborder le ici et maintenant. Et justement, pour ce faire, en fait, on a eu l'idée, en fait, les co-organisateurs, Simon Ariel, Marie-Christine et moi-même, on s'est dit que plutôt que de parler des présents de manière abstraite, ce serait intéressant d'avoir comme balise ou comme base ou comme assise un sondage. Le sondage a été réalisé du 18 août au 18 septembre sur un mois, donc c'est allant sur un mois, c'est un sondage qui a été réalisé en ligne. Il y a eu 462 réponses. Les réponses, vous cherchez quelqu'un, non? Les réponses sont pas exactement représentatives de toutes les sous-régions de la région de Montréal, mais il y a environ 250 réponses sur l'île et le reste à l'extérieur. Donc, c'est quand même, c'est à peu près représentatif. C'est sûr que bon, il y a des coins qui sont mieux représentés que d'autres. L'idée, évidemment, c'est pas une méthodologie scientifique, c'est pas nécessairement représentatif exactement, mais l'idée, c'est que ça nous donne, avec près de 500 réponses, quand même une idée des tendances, en fait, de ce que les Montréalais du Grand Montréal comprennent de leur propre région. Et comment, bien sûr, ils voient leur propre trajectoire dans cette région. Ce qu'on va faire, donc, c'est que je vais commencer par laisser les 3 invités se présenter. Ils vont parler un peu de leur propre trajectoire, donc, en fait, de la manière, en fait, du rôle de Montréal dans leur propre trajectoire personnelle. C'était un peu ça l'idée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a des gens dans différentes disciplines. Je vais les laisser vous en parler, mais l'idée, c'était vraiment de réunir des gens avec des perspectives très différentes sur l'espace urbain. Et ensuite, moi, je vais présenter les résultats du sondage brièvement et on va laisser nos invités en débattre. Et bien sûr, on ouvrira la salle. Donc, commençons par Claire, qui a préparé Claire Poitras, de l'INRS Culture, Urbanisation, Société. Urbanisation, Culture, Société, qui va nous parler un petit peu de son enfance à Shefferville. Alors, je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'en fait, c'est assez banal. Oui, je vais prendre le micro, mais c'est pour... Est-ce que vous m'entendez bien ou c'est juste pour enregistrer? C'est juste pour enregistrer, c'est ça. En fait, mais si je le mets ici, est-ce que ça va ou... Bon, ok, je vais le tenir. Alors, oui, Joël nous a demandé de présenter nos trajectoires. Alors moi, la manière dont je l'ai conçue, c'est de parler peut-être de ma trajectoire personnelle, un peu l'histoire de ma vie, qui est, comme je vous dis, très banale. C'est pas une vie qui est très, très longue, mais surtout les différents endroits où j'ai habité. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre si ces endroits-là ont pu influencer ma vision et ma perspective de la région de Montréal, parce que d'abord et avant tout, si j'ai à définir d'un point de vue identitaire ou en termes d'appartenance territoriale, c'est d'abord comme montréalaise, mais vous allez voir que je ne suis pas une vraie montréalaise. Premièrement, alors c'est ça, je suis née dans les années 60 par pur hasard, le fait d'être née là, à Shefferville, parce que mes parents y habitaient. Alors, très jeune, au début des années 70, on a déménagé à nouveau par pur hasard dans une localité qui s'appelle Knowlton, qui fait partie aujourd'hui de la ville de Lac-Brome, parce que mon père avait une opportunité professionnelle. Donc, c'est là que j'ai passé mon enfance. Donc, d'abord dans une ville qui n'est pas reliée à la route à d'autres milieux, vraiment un milieu isolé, et ensuite dans une petite localité près d'un lac, à peu près à 100 km au sud-est de Montréal. La prochaine diapo.
Ensuite, bon, pour poursuivre mes études, moi, j'avais fait le choix volontaire de la grande ville. Je ne voulais pas étudier au cégep, soit dans une ville de taille moyenne comme Granby ou Sherbrooke, mais je voulais vraiment aller à Montréal. Donc, je suis venue m'installer à Montréal et c'est encore là un peu par hasard que je me suis retrouvée sur le plateau Mont-Royal, je ne savais pas que c'était le plateau Mont-Royal, le boulevard Saint-Joseph, d'abord comme premier appartement que j'ai eu. Ensuite, j'ai fait 7 ou 8 adresses dans le plateau. Mais l'objectif, c'était d'être finalement proche de la ligne orange du métro qui me semblait la plus pratique pour les types de déplacements que je faisais, qui étaient essentiellement liés à mes études et aussi au travail à temps partiel, notamment dans les commerces du centre-ville de Montréal. Donc, ça n'avait pas vraiment de... Je ne cherchais pas à vivre dans un quartier branché en particulier, parce que le plateau, à ce moment-là, n'était pas branché. Ensuite, j'ai fait plusieurs adresses sur le plateau Mont-Royal. La prochaine, s'il vous plaît. Ensuite, quand j'ai eu un peu plus de ressources, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je me suis acheté un condo. Dans un premier temps, dans la partie ouest du Vieux-Montréal, ce qui s'appelait alors le Faubourg des Récollets, qui est devenu la cité multimédia et qui était vraiment un secteur en pleine expansion. J'étais une des pionnières à acheter dans ces nouveaux condos aménagés à même des anciens entrepôts, qui est devenu un quartier bien branché par la suite. Mais je dois dire, ce que j'ai beaucoup apprécié d'habiter dans ce quartier-là, c'est en étant près du Vieux-Montréal, près du port de Montréal, du fleuve. Ça m'a fait voir la ville d'une manière complètement différente de la vision que j'en avais à partir du plateau Mont-Royal, par exemple. Donc, c'est intéressant de voir comment certains quartiers influencent quand même la perception qu'on a de la ville de Montréal. Ensuite, j'ai habité à Outremont. J'ai fait un court séjour là. Et entre-temps aussi, durant cette période-là, la prochaine diapo, j'ai fait un séjour professionnel dans la ville de Milwaukee, dans le Midwest. Alors, quel est le rapport avec Montréal? Il n'y en a pas beaucoup, mais je peux mentionner que le fondateur de Milwaukee, Salomon Junot, est originaire de la région de Montréal, de l'Assomption, et son cousin, j'oublie son prénom, Junot aussi, a fondé la ville de Juneau en Alaska, qui par hasard est une ville qui n'est pas reliée par route non plus à la terre ferme. Donc, Juneau, chez Fairville, il y a peut-être un lien à faire, en passant par Milwaukee. Alors, je m'amuse un peu pour essayer de voir s'il y a des liens dans tout ça. C'est de la pure fiction, mais c'est quand même intéressant de voir que, finalement, Montréal a quand même un rayonnement assez important, assez fort. Ensuite, si on poursuit... Donc là, maintenant, ce que j'ai fait depuis quelques années, est-ce qu'on peut appeler ça un retour aux sources? Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans le domaine de la psychologie de l'environnement qui expliquent que l'endroit où on a grandi quand on était jeune influence beaucoup le milieu qu'on va choisir après pour s'installer. Alors, il faut croire qu'il y a eu un peu de ça, parce que je suis retournée dans du périurbain, ou ce qu'on appelle en anglais le Penurbia. Alors, j'ai maintenant une maison dans les cantons de l'Est, qui est dans un secteur qui s'appelle le secteur Conference. Alors, comme prof d'université, c'est un terme aussi qui a quand même une certaine portée, une certaine valeur. Alors, j'habite sur le chemin Conference, dans une maison qui est construite parmi les arbres. Alors, peut-être c'est le fait qu'il n'y avait pas du tout d'arbres à Fairville quand j'étais jeune, que c'est vraiment une ville où il n'y a pas de feuillus, il n'y a pas d'arbres. Alors, ça me manquait. Donc, j'ai beaucoup apprécié de grandir dans un milieu plus tard où il y avait beaucoup d'arbres et j'ai un peu retrouvé ces qualités paysagères que maintenant, dont je bénéficie comme habitante des cantons de l'Est, tout en gardant un pied à terre à Montréal. Pour finir, je pense que j'ai une dernière diapo. Oui, 2 dernières diapos. En fait, ce que représente pour moi Montréal, mais c'est d'abord, surtout, la ville-centre de Montréal, son statut de métropole, c'est vraiment un lieu, c'est un peu une plaque tournante, c'est un lieu de rencontre, d'échange, de décision. Je pense qu'il faut le rappeler, c'est quand même une ville où il se prend encore beaucoup de décisions, mais on l'a vu un peu tout à l'heure quand j'ai fait une intervention, qu'en fait, on a l'impression que Montréal a moins d'influence qu'elle en avait d'un point de vue économique et politique. L'autre diapo... C'est aussi, juste pour terminer là-dessus, c'est avec des collègues de l'INLS, c'est Jean-Pierre Connet qui est ici, Gilles Sénécal, entre autres, qui est géographe. Ce qui a été constaté aussi depuis quelques années, c'est que, on le voyait ce matin aussi dans les échanges, c'est que dans les comportements de mobilité, à la fois la mobilité, les déplacements, les navettes qu'on fait pour aller travailler, pour faire des achats, pour aller étudier, et la mobilité résidentielle, les déménagements que les gens vont faire au sein de la région métropolitaine de Montréal, il y a quand même des axes qui se dégagent d'une manière assez forte. Autrement dit, quelqu'un qui vient de la Rive-Sud, qui habite dans la Rive-Sud, souvent, il va passer le gros de sa vie active, toujours un peu dans le même sous-secteur. Et les analyses que mes collègues ont faites à partir des données de recensement et des données de déplacement, de navettage, montrent qu'il apparaît d'une manière assez nette une série d'axes comme ça dans la grande région de Montréal. Et je pense que c'est... Sherry montrait des différents ménages, différentes familles ce matin, mais on voit que cet aspect-là est encore important dans le contexte contemporain. Quelqu'un va appartenir à une sous-région de l'ensemble métropolitain et ça reste très marqué dans le contexte actuel. Merci beaucoup. On va peut-être, Nicolas, tu peux partir au début. On va demander peut-être à Daniel Laforêt de l'Université de l'Alberta en études françaises, c'est ça? C'est bien ça? Ou
Voilà, l'étude française, c'est ça, qui va nous décrire un peu, mais qui a quand même certains points de contact avec Montréal dans sa trajectoire, qui va nous parler de son cheminement. Merci. Oui, je suis en études françaises. En fait, ma spécialisation, c'est la littérature québécoise. Depuis, ça s'est bien sûr élargi, mais mes études ont été faites. Mon doctorat, je l'ai fait ici à l'Université du Québec, à Montréal, en études littéraires, spécialisation littérature québécoise. Donc, on travaille vraiment sur l'imaginaire culturel. C'est le point de vue duquel je vous parle. En me posant la question de ce que j'aurais pu amener ici comme témoignage personnel, je me suis rendu compte, on repense souvent à sa vie, mais on repense rarement à sa vie d'une façon si topographique que ça. Et dans mon cas, c'est une histoire de banlieue. Je suis né dans un endroit qui n'a pas d'histoire, mais qui est collé. C'est discutable hein, que l'endroit n'ait pas d'histoire, mais qui est collé sur un endroit qui, lui, a trop d'histoire. J'ai grandi à Sainte-Foy, vous savez, qui est aujourd'hui devenu Québec, qui est la banlieue directe de la ville de Québec, pour ensuite me diriger vers Montréal. Et lorsque je pense à ma trajectoire montréalaise, je me rends compte que Montréal, c'est une ville que je n'ai cessé de traverser pendant 6 ans, pendant les 6 années où j'ai habité ici. Et c'est le type de réflexion, en fait, ce qu'a pu me donner la façon dont j'ai habité Montréal, c'est aujourd'hui la façon dont j'essaie de penser au périurbain, à la banlieue, dans l'imaginaire québécois. C'est-à-dire qu'on sait qu'une ville va exister du point de vue international, mais aussi du point de vue culturel, du point de vue social, à travers son rayonnement. Et je ne parle pas nécessairement d'un rayonnement économique, mais je parle des rythmes qu'une métropole, qu'un cœur métropolitain va imposer à ce qui est en périphérie de lui, des manières de vivre, des lignes de force, enfin, de toutes ces choses qui viennent un peu se calcifier dans l'imaginaire. C'est une chose qu'une ville impose son rayonnement à son extérieur. Mais le fait est qu'on traverse une ville, les trajectoires qu'on fait dans une ville, et ça c'est mon expérience personnelle, c'est des trajectoires qu'on a souvent inventées ailleurs. Des trajectoires qui ne nous sont pas imposées par la ville. Moi, je suis arrivé à Montréal avec une topographie banlieusarde en tête. J'ai grandi comme un enfant qui jouait en banlieue. Et ça, c'est une chose qui resterait à voir, c'est de quelle façon les jeux enfantins en viennent à décrire des trajectoires alternatives dans le périurbain qui est généralement considéré comme un univers absolument néolibéral, c'est-à-dire bien découpé, absolument privatisé. Les trajectoires enfantines, elles, ne se tiennent pas compte de cette privatisation-là. Donc, je suis arrivé sur le plateau Mont-Royal, moi aussi. Je suis arrivé dans ce qui était déjà un monument, parce qu'on était en 2000. Je suis arrivé en pleine crise du logement aussi, ce qui a été un choc pour moi, parce qu'on avait le sens... Il y avait ce nuage noir qui pesait sur les gens qui voulaient habiter à Montréal, où l'on nous disait que peut-être on ne trouverait pas, en fait, d'entrée dans la ville. Et moi, je voulais habiter sur le plateau. J'ai réussi. J'y suis parvenu. Mais donc, je suis arrivé dans cette espèce de monument de culture populaire. Mais je me suis rendu compte que j'ai pratiqué mes trajectoires montréalaises en recréant ce qui était presque un village d'arrière-cour ou une banlieue de trajectoires alternatives. Pour moi, ça aurait été les ruelles que j'arpentais avec mon vélo jusqu'à ce que j'aie plusieurs crevaisons, parce que ce n'est pas une très bonne idée de rouler en vélo dans les ruelles, mais il n'en demeure pas moins que j'ai créé ces espèces de petites trajectoires alternatives qui rejoignaient ma porte avec celle des gens qui, eux aussi, venaient des régions, venaient de Québec, venaient des autres villes de moindre importance, qui étaient tous à Montréal, qui étaient des amis de longue date à moi. On avait déjà ce réseau quand je suis arrivé à Montréal. Pour faire l'histoire courte, tous ces gens qui étaient mon cercle social à Montréal sont retournés habiter à Québec. Alors, il faut parler du mouvement de flux et de reflux aussi. Moi, j'ai l'impression que comme un électron libre, j'aurais plutôt été éjecté vers l'extérieur du Québec. Je me suis retrouvé, la suite de mon parcours m'a amené dans l'endroit en Amérique du Nord où on a littéralement inventé le mode de vie périurbain, à savoir on a inventé les banlieues en Californie, et c'est là que je me suis retrouvé pour 2 ans. Et j'ai abouti dans l'endroit en Amérique du Nord, qui est lui aussi extrêmement périurbain, mais qui a pour particularité d'avoir une économie libérale de privatisation de l'endroit qu'on possède. Bien sûr, chacun possède son lot, mais on ne possède pas le sous-sol. Alors, je suis en Alberta, le sous-sol est pétrolier, n'appartient pas à ceux qui habitent sur la surface. Et enfin, toutes ces questions-là, lorsque je reviens à Montréal, elles m'habitent et elles vont évidemment conditionner mes trajectoires futures. Donc, si vous voulez, c'est un peu en pagaille. Ce sont mes impressions sur un parcours
qui n'est peut-être pas si atypique que ça. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de parcours comme le mien qui sont appelés à se développer. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. On va passer à Nick Kouka, qui en fait est à l'école d'urbanisme de l'Université McGill, qui m'a enseigné. J'ai eu l'honneur d'être son étudiant, donc si tu veux nous raconter ta trajectoire, tu peux aller d'une langue à l'autre aussi, comme ça va. Non, ça va, je vais rester en français, je pense que c'est intéressant de faire ça. Alors, moi je suis maintenant à McGill depuis 2006, en architecture et en urbanisme, je suis moitié-moitié. Le trajectoire que j'ai eu, c'est intéressant parce que je suis nouveau à Montréal, mais j'ai découvert qu'en fait il y a des racines assez profondes dans la région de Montréal, dans la famille. Alors, il y a longtemps, en fait, c'était juste après la conquête, mes ancêtres écossais, qui étaient catholiques, étaient parmi les premiers à venir à Québec, s'installer à Québec, dans la ville de Québec, près de la rivière Saint-Charles. Ils faisaient partie de la petite bourgeoisie, c'était des marchands. Et ils se sont promenés, ce qui est intéressant, je vais parler un peu de mes ancêtres, ainsi que moi, en discutant mon trajectoire, parce que c'est intéressant. Ils se sont promenés pas mal partout entre Québec, Montréal et Sherbrooke. Mais c'était assez atypique dans le sens que, oui, ils étaient des anglophones, oui, ils étaient des Écossais, mais ils se sont installés à Québec, puis ils se sont déménagés quelques générations à Trois-Rivières, se sont mariés avec des francophones, etc., etc. J'ai découvert que maintenant je suis à Outremont et que vers 1840, un de mes ancêtres était parmi les premiers résidents d'Outremont. Il est décédé dans une grande maison, je ne sais pas, qui s'appelle Mountain Cottage. Donc, j'ai bouclé un peu le boucle avec la famille de ma mère, alors que côté de mon père, mes ancêtres sont venus, mes grands-parents en fait, sont venus de l'Autriche-Hongrie lors des années 20. C'est ça, ça est en Ontario. Moi, je suis né à Toronto, la ville où était née ma mère. Alors qu'elle a étudié à Québec, à la Collège de Sainte-Jésus-Marie de Sillery. Donc, il y avait toujours un lien entre le Québec et l'Ontario, c'est curieux. Et c'est drôle que je me suis retrouvé à Montréal, après tout. Mon père, qui venait d'une petite ville près de Niagara, dans la région de Niagara, est allé à Toronto pour étudier, rencontrer ma mère, se sont mariés, 3 enfants, etc. Moi, j'ai grandi à la fois en banlieue et en ville, dans une streetcar suburb, puisque mes parents étaient divorcés lorsque j'avais 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Je m'intéresse depuis, je me suis rendu compte, à le phénomène de la mobilité résidentielle et le fait qu'il y a plusieurs gens qui ont appartenance à plusieurs endroits, puisqu'ils vivent à plusieurs endroits. Et ça donne un peu un sens à la vie. Et pour moi, mon trajet, c'était Toronto, Manitoulin, Haliburton, Baie-Georgien, où nous avions des chalets, toujours. Québec-Laurentide pour faire du ski l'hiver. Puis moi, je me suis promené un peu partout. Une fois, j'ai devenu adulte maintenant, ou étudiant au moins. J'ai allé vivre en Angleterre en 96, en Suisse en 97, en Finlande en 98. Je me suis installé à Québec en 99, retourné à Toronto en 2001. Et par hasard, j'ai trouvé l'emploi à Montréal. Et j'étais assez sceptique. Mes amis se rigolent toujours de moi parce que quand mon ami m'a envoyé l'annonce pour la poste que j'ai maintenant, elle a dit que j'étais vraiment pas intéressé. J'ai dit non, je ne veux pas aller à Montréal, je ne veux pas aller à McGill, je ne veux pas faire partie. Mais me voici, je suis très content. Et on a parlé de nos passés, mais j'aimerais aussi, j'ai mentionné tout à l'heure, je pense aussi à mon avenir qui est très important par rapport à un sondage. Je suis actuellement et activement à la recherche d'une maison de campagne puisque je viens d'une famille qui a des chalets, qui a vécu toujours à la fois dans la ville et dans la campagne. Et je suis en train de me promener un peu partout dans le Piémont et dans les cantons de l'Est. Et j'ai du mal à décider où est-ce que je veux m'installer. Mais je pense que c'est pas mal typique des gens qui sont à Montréal maintenant, qui ont une relation, comme on a discuté ce matin, ciblée par les gens comme Raymond Williams,
comme Joseph Goddard avec le Penurbia, la relation qui est à la fois urbain, métropolitain, mais la campagne. Et je pense que si Rémi Voyer, les sociologues, ont dit il y a 20 ans que la ville, c'est l'espace mobile, Montréal, ça représente bien ça, nos trajectoires et les trajectoires de nos répondants. J'ai hâte de voir. Merci beaucoup. Vraiment, ce sont trois histoires assez ironiquement, je pense que moi je connais un peu déjà les résultats du sondage qui en fait, je pense, représentent à plusieurs égards beaucoup de trajectoires qui sont peut-être apparentes à travers les réponses. Mais je vais juste mentionner une chose en fait qui m'est venue en tête pendant que tu parlais, Nick. En fait, c'est que même si on n'a pas nécessairement une identité métropolitaine, nos vies le sont. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que la plupart de nos vies ne sont pas locales, peut-être comme elles l'ont été il y a un siècle, sont plutôt, justement, parfois, simultanément, se passent dans plusieurs endroits. Donc, effectivement, même si le phénomène de la région métropolitaine n'est pas un phénomène auquel on s'identifie, mais nos vies, malgré nous, parfois, nous amène à être métropolitains. Donc, Nicolas, on va tout de suite passer aux résultats, parce que je vais laisser le plus de temps possible pour la discussion. J'ai sélectionné certaines réponses et certains faits qui semblaient ressortir plus, donc je vous invite peut-être même, oui, vous pouvez prendre place où vous voulez. Bon, allons-y. Et si vous avez des questions, bien sûr, j'ai tous les résultats avec moi. Je vais les rendre disponibles sur le web dans quelques jours, là, une fois que j'aurai vraiment nettoyer la base de données, une fois que j'aurais rendu plus visible. Mais bon, une des premières questions que je pensais quand même intéressante parce qu'il y a un lien direct avec ce dont vous parliez plus tôt, c'est les endroits où vous vous rendez fréquemment. Quand je disais, donc, autre que votre résidence, que vous fréquentez une fois par mois ou plus. J'essaie de voir, effectivement, est-ce qu'il y a une sorte d'espace à l'intérieur de la région métropolitaine qu'occupent certaines personnes. Ce qu'on voit, en fait, puis là, je vous dis tout de suite, la rive ouest, parce que j'ai inventé, je ne sais pas si ça existe, mais pour moi, c'est ce qui est dans le fond, dans le triangle entre la rivière des Outaouais et Vaudreuil-Soulanges, oui, exactement. Ce qui correspond à la MRC, je pense, de Vaudreuil-Soulanges. C'est ça. Mais je trouvais ça, en tout cas, j'aurais pu l'appeler Vaudreuil-Soulanges, effectivement. Mais comme il n'y a pas de nom propre, à part Montréal-Laval, bon, enfin. Donc, ça correspond à ça. Ce que je trouvais assez surprenant, c'est que finalement, plus de 50% en moyenne des gens se rendent au centre-ville de Montréal une fois par mois. Peut-être que je m'attendais à ce que ça soit moins, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que, bon, à Montréal, évidemment, c'est pas surprenant, mais pour ce qui est des autres sous-régions, c'est vraiment sur la rive nord où il y a seulement 55% des gens qui s'y rendent une fois par mois. Ce qui veut donc dire qu'une personne sur deux ou presque ne s'y rend pas une fois par mois. Et si on peut deviner que si une personne n'y va pas pendant tout un mois, ben c'est probablement qu'elle n'y va que quelques fois par année, peut-être pour des spectacles ou autres. Ce qui est intéressant en contrepartie, c'est que les gens de Montréal ne vont pas beaucoup en banlieue. En fait, ça c'est Laval. Les gens de Montréal se rendent à Laval. 4% disent y aller une fois par mois ou plus. Pour la Rive-Sud, c'est 9%. Encore une fois, à cause du phénomène 10-30 et différentes choses comme ça, je m'attendais peut-être à ce que ce soit plus, mais bon, sans vouloir trop commenter les résultats, là, mais j'ai pris Laval comme exemple, mais je ne voulais pas qu'il y ait trop de bars, mais en fait, on remarque la même chose sur presque toutes les banlieues, à part les gens d'Annecy. Puis je dois mentionner ça, le quartier-ville, Annecy, Montréal-Nord, vont beaucoup plus à Laval. En fait, presque l'entièreté des gens de Montréal qui ont répondu qu'à Laval sont des gens qui habitent notamment le bord de la rivière de Prairie. Donc, ensuite, Nicolas. OK, ça c'était... donc, j'essaie de voir où êtes-vous et j'essaie de faire en sorte que les gens se projettent un peu. Là. Donc, où aimeriez-vous vivre dans le Grand Montréal? Ça, c'était pas une réponse ouverte, c'était une réponse où il y avait des choix. Il y avait... Excusez-moi, là, comme ça dit, ailleurs sur l'île, c'est en fait ailleurs sur le territoire de la ville de Montréal. Donc, c'est ailleurs qu'au centre-ville, donc ça, il y a une erreur là. Et en fait, bon, premier fait remarquable, c'est qu'il y a près de 30% là, en moyenne des gens qui ne vivraient pas ailleurs qu'où ils vivent. Donc, c'est 32 en fait, 32% de l'échantillon au total. On voit que ça, cette proportion-là, et il n'y a pas énormément de variance. C'est un peu moins élevé sur la Rive-Sud. En fait, c'est un peu plus élevé sur la Rive-Sud, pardon, et un peu moins élevé sur la Rive-Ouest, dans Vaudreuil-Soulanges. Mais de manière générale, il y a quand même une portion appréciable des gens qui ne vivraient pas ailleurs. Le centre-ville n'est pas très populaire. Ça, c'est une chose qui est assez intéressante.
Et en tout cas, c'est pas évidemment scientifique là, comme affirmation, mais il semble que les gens qui habitent plus loin du centre-ville ont moins peut-être envie d'y habiter, la rive nord, rive ouest en particulier. Et pour ce qui est de... Donc, en fait, le fait pour moi qui ressortait le plus de ça, c'était qu'en fait, même si le centre-ville de Montréal est au niveau populaire, le reste de la ville de Montréal l'est relativement. Je veux dire, même sur la rive nord, près de 40% des gens disent qu'ils seraient intéressés à vivre ailleurs qu'au centre-ville, à Montréal. Donc, il y a comme une image peut-être fragmentée là, qui émerge. Montréal, c'est pas seulement le trafic, la pollution, l'interdiction de stationner, les permis, tout ça. Il y a peut-être, je pense, une image plus complexe que les gens de la périphérie ont de Montréal. Peut-être qu'ils arrivent à voir qu'Amsic, Rivière-des-Prairies, Pierrefonds, qui font toute partie de Montréal, en fait, maintenant, sont très différentes du plateau Montréal, d'Hochelaga, de Saint-Marie, tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour où aimeriez-vous vivre, Nicolas? OK, où vivez-vous dans 5 ans? Ça, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a sorti ça parce que la très grande majorité des gens, à part sur la rive ouest, encore une fois, qui semble toujours être exception, disent qu'ils vont vivre dans le Grand Montréal. Et ça, bon, peut-être qu'en fait, c'est peut-être moi qui avais une vision un peu distorsionnée, mais c'est vraiment à Montréal qu'il y a la plus grande proportion de gens qui disent qu'ils pensent, je pense que c'est 8%, je me souviens bien, ou 9%, qu'ils pensent donc vivre à l'extérieur du Québec dans 5 ans, mais vraiment la très grande majorité des répondants ont dit qu'ils vivraient encore dans le Grand Montréal. Puis ça, encore une fois, la rive ouest fait un peu exception. Puis bon, c'est dans l'Ouest Island et à Montréal et sur la rive ouest que la plus grande proportion de gens qui pensent partir du Québec. Mais sinon, vraiment, il n'y avait pas une très grande différence là, entre... puis bon, il y avait certains qui étaient aussi à l'intérieur du Québec, je n'ai pas mis, mais c'était une assez faible proportion. Nicolas? Donc ça, pour moi, c'était une des plus intéressantes, en fait. Donc quand vous voyagez à l'extérieur du Québec, d'où dites-vous venir? Encore une fois, ça m'a étonné. Une très forte proportion des répondants, là, il y avait plusieurs choix possibles. Donc ça fait plus que 100%. Là. Ils pouvaient dire Montréal, ils pouvaient en nommer plusieurs. Donc, près de 80% des répondants ont dit Montréal, donc la région de Montréal, comme étant un identifiant qui avait un sens. Et ça, peut-être que, bon, c'est peut-être aussi que, évidemment, c'est pratique de dire qu'on vient de Montréal quand on n'y est pas ou quand on en est loin. Et quand on s'en rapproche, on se distingue plus et c'est un phénomène qui n'est pas très, très surprenant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est Laval, en fait. Laval et Rive-Nord, mais Laval en particulier, où il y avait plus d'identité, on dirait. C'est comme si les gens, à la fois, se disaient plus québécois ou avaient des... Bon, il y a des gens de Laval qui même se disaient faire partie de la Rive-Nord, en fait. Il y avait une portion dans Autre, à peu près la moitié, peut-être près de 5%, qui disaient que, finalement, eux, quand ils veulent expliquer d'où ils viennent, ils disent qu'ils viennent de la Rive-Nord de Montréal. Pourtant, Laval, c'est bien connu. C'est comme... C'est ni partie de la Rive-Nord, ni partie de la Rive-Sud. C'est comme une sorte d'entité autre. Mais donc, il y avait les identifications étaient plus diversifiées à Laval. Et la Rive-Nord, même chose. Il y avait d'autres identifications qui n'avaient rien à voir avec la région de Montréal. Donc, ensuite, si on passe à la prochaine. Qu'est-ce qui distingue Montréal du reste du Québec? Bon, ça, encore une fois, c'est peut-être pas surprenant, à part le fait peut-être qu'une réponse, et là, c'est ça, c'est la faiblesse des questions ouvertes, c'est que le mot diversité culturelle, multiculturelle, tout ça, dans le fond, on a mis ça sur la rubrique diversité, c'est bien évident que ça cache des nuances importantes. Ça cache des nuances parce que c'est évidemment impossible de dire si on le dit de manière péjorative ou positive. Il y a une autre réponse que je n'ai pas marquée ici, qui était cosmopolite, qui a recueilli près de 30%, entre 20 et 30%, je ne me souviens plus du chiffre exact, qui me semble avoir une connotation plus positive, cosmopolite. Mais diversité, il y avait une sorte d'ambiguïté là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'à part à Laval, où c'est à peu près 31%, vraiment les gens, à plus de 50%, ont dit vraiment la diversité, c'est ça qui distingue Montréal. Et il y a d'autres réponses, dont on voit la densité, l'accessibilité, la pollution, les problèmes de trafic, les cônes, tout ça, ça a finalement une importance relativement petite. Et c'est drôle parce que c'est les gens qui habitent le plus loin du centre-ville qui ont le plus mentionné ces choses-là. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils le vivent plus, est-ce qu'ils le perçoivent peut-être de manière disproportionnée. Mais en tout cas, la diversité, et ça c'est ressorti aussi dans les entrevues que fait le journaliste Hugo Lavoie, la peur de l'autre, tout ça. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de choses là-dedans,
Mais en fait, c'est ressorti de manière très très forte dans le sondage. Nicolas? Bon, qu'est-ce qu'unit les habitants? Ça, c'était la question, moi, qui m'intéressait personnellement le plus. Encore une fois, c'était une réponse ouverte. Premier fait à noter, 26% de tous les répondants disent rien. Et autre fait intéressant, c'est encore plus élevé à Montréal, où c'était 27%. Donc, les Montréalais de Montréal n'ont pas plus une sorte de sentiment qu'il y a quelque chose qui nous unit que ceux d'ailleurs. En fait, c'est drôle, c'est ceux de la Rive-Sud qui avaient peut-être c'est ceux de la Rive-Sud qui peut-être étaient le plus nombreux à dire qu'il n'y avait rien qui nous unissait. L'économie est revenue assez souvent, particulièrement, en fait, encore une fois, pour les gens qui habitent plus loin, les gens de la Rive-Nord, mais qui perçoivent peut-être quand même qu'il y a un environnement métropolitain au niveau d'économie. Les transports, c'est sorti quand même beaucoup. Le style de vie, ça, j'ai trouvé ça, je l'ai noté parce qu'à Laval, c'était la réponse la plus populaire. J'ai trouvé ça intéressant parce que je ne veux pas être du tout sarcastique, mais c'est quand même drôle de penser que c'est les gens de Laval qui considèrent qu'ils ont le style de vie peut-être urbain et que ça les définit, en fait, que ça définit le Grand Montréal, donc ils s'incluent là-dedans. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment là, souvent c'était vraiment écrit style de vie, mode de vie. Et ça je trouve ça un fait intéressant à relever. Je pense que c'est la dernière, hein, Nicolas? Non, c'est la dernière. Donc on revient. Il y avait d'autres. Je veux juste mentionner parmi les choses qui sont sorties aussi. Il y a 2 questions sur la ruralité. Je veux juste ressortir deux choses que j'ai trouvées intéressantes. Bon, beaucoup de gens. Premièrement, une première question qui était à savoir si Montréal représente l'urbanité, qu'est-ce qui représente la ruralité au Québec? C'est une question qui. Il y a des gens qui ont dit je ne comprends pas la question, à peu près 1%. OK, donc, 12% donc des gens interrogés ont dit, on a mis quelque chose comme tradition, racine. Donc, vraiment, ces mots-là, textuellement, c'est le vrai Québec, le Québec authentique. Ensuite, on rajoute à ça peut-être un 21%, mais c'est sûr que ça dépend avant qu'on le voit, qui ont mentionné vraiment la campagne. Mais la campagne, sans nécessairement dire campagne traditionnelle, mais la campagne, la quiétude. Il y avait comme une sorte d'image de la campagne, une sorte d'idéalisation de la campagne, parce qu'on souvent, c'est accompagné d'un objectif. La campagne, l'air pur, la campagne, les grands espaces. Et moi, ces 2 réponses-là me semblaient assez parlantes parce qu'on a parlé ce matin de Raymond Williams, mais aussi de cette idée de la source, de l'origine et ce que ça représente dans notre imaginaire. Et ça semble, et c'était plus fort à Montréal que dans les banlieues. Si je peux, en fait, peut-être juste pour terminer, là, j'avoue que j'ai oublié, puis je ne l'ai pas noté ici, mais une des dernières questions du sondage, c'était, selon vous, comment se porte le Québec rural? Et c'est ça qui est drôle. Il y a à la fois une image idyllique de la campagne, des grands espaces, mais quand on demande aux gens comment se porte le Québec rural, la majorité des répondants ont dit mal ou plutôt mal. Donc, il y a à la fois, je pense que les gens sont conscients qu'il y a des problématiques graves, importantes dans le... Puis là, je ne veux pas utiliser un terme péjoratif, dans les régions du Québec, ou en tout cas dans les régions ressources, dans les régions productrices de matières premières ou agricoles. Mais en même temps, ils ont encore une idée, une image, il y a encore une image idyllique qui se dégage en fait des réponses. Donc il y a comme une contradiction que je trouvais intéressante de mentionner. Donc voilà, je vais laisser peut-être appeler nos panélistes à revenir. Je vais rendre mon ordinateur aussi peut-être parce que s'il y a des questions précises, je pourrais vous informer aussi là, si vous avez des questions de précision que je pourrais aller fouiller dans les données. Donc je vous invite à revenir. Nicolas, tu peux peut-être aller à la dernière. Je pense que j'avais. Je vais peut-être mentionner. Ouais, je mentionnerai ça dans un instant. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire qui veut se lancer dans l'arène?